Alors, peut-être je vais commencer avec toi, Constance, hein. On se tutoie parce que ça fait 4 ans Dis 5, tu vois. cinq 5. même, Oui, 5 même, le peut-être temps même passe très 5. vite. Voilà qu'on est partenaire à travers une envie qui était de parler de cinéma et de parler aussi d'allier la science, la sociologie, particulièrement pour toi, et l'art. Voilà, et de faire rencontrer ces mondes à travers le cinéma. Et depuis donc 5 ans, c'est à travers tes recherches sur notamment l'immigration et l'absence que chaque année on se retrouve autour d'un film. Voilà. Donc ça a été en partenariat avec la Maison Méditerranée des sciences et de l'homme, Gendermed, la Messe et le collectif de recherche Chrysalide. Et je suis très heureuse qu'on continue encore cette année avec ce film, alors qui je crois est au cœur du problème, mais qui ouvre plein de possibles, hein, dans la réflexion. C'est un film qui a énormément de pistes, de thématiques, voilà, je trouve, hein, qui ouvre beaucoup de choses. Alors je te laisse la parole. Oui, ben merci beaucoup, Sylvia. Effectivement, ce film sera l'occasion, je pense, d'un riche échange entre nous, parce que ce film interpelle, ce film, dès le titre d'ailleurs, hein, Les silences, nous plonge au cœur d'une réalité où effectivement l'absence est peut-être au centre. En même temps, c'est une métaphore de beaucoup de choses, et particulièrement, je pense aussi, la question politique. Et ce film, tu disais des choses très belles tout à l'heure, Sylvia, sur la tradition cinématographique qui permet de le resituer, ce film. Je te laisserai, je pense, partager cela. Et j'avais envie de dire que ce film aussi est à resituer par rapport à la littérature, et de le voir là une seconde fois et de me plonger surtout dans le grand écran donne à penser à tout le travail de Sebald, cet auteur allemand qui s'est heurté finalement au silence de son pays par rapport à ce qui s'est passé, qui en a fait une œuvre littéraire où il interroge justement les silences, alors comme ici, qui sont des silences multiples, la petite fille qui est à la fois présente et absente, le silence aussi du régime politique, et on voit beaucoup cette matière travailler, la façon dont ce pays traite de cette réalité-là. Et Sebald a fait du silence et un moyen pour interroger la mémoire, pour interroger l'histoire, et pour faire ressortir, comme ici avec ce dispositif du fantôme, pour faire ressortir cette réalité en apportant plusieurs regards. Hein. Je pense qu'on est tous sensibles au regard à la fois anthropologique qui est posé, au regard sur la communauté aussi qui apparaît dans ce dispositif, et bien sûr au regard sur ce portrait de femmes, cette présence des femmes dans le film. Hier, on avait une journée d'études. Certains qui ont présenté des recherches sur l'absence sont ici, et évidemment, ça nous parle beaucoup parce que c'est aussi le portrait d'une femme, d'une mère qui doit travailler, qui doit faire vivre aussi sa famille, en tout cas ce qu'il en reste. Et donc, voilà, beaucoup de choses sont au cœur de ce film, et je pense qu'il mérite effectivement d'être replacé dans la tradition cinématographique, comme tu l'avais fait aussi tout à l'heure. Oui, oui, je parlais de. Alors déjà du choix, on va parler de la réalisatrice, et puis tu vas nous en parler. Donc c'est une réalisatrice, c'est une femme, c'est un personnage de femme. Il est au centre, il est au centre même cinématographique. Ça m'a encore plus frappé, toujours à une deuxième vision comme ça sur grand écran, ces cadres fixes qui sont quasiment constants dans le film, et elle au centre très souvent, même physiquement au centre de l'image. Ça, c'est quelque chose qui frappe dans sa manière de filmer. Et je voulais dire aussi ce choix de la réalisatrice d'un film qui fait appel à vraiment des genres cinématographiques très différents. C'est de la fiction, du documentaire par moment, puisque je pense que c'est des vrais témoignages et des vraies personnes qui témoignent ça. Enfin, je doute pas de ça parce Elle le que dit d'ailleurs à la fin. Enfin, voilà, c'est écrit, et dès qu'on voit et qu'on entend, on se dit qu'effectivement c'est des vrais témoignages. Donc elle mélange des acteurs, du travail d'acteur, elle mélange voilà des personnages de la vie, et en même temps du cinéma fantastique.
du cinéma voilà, fantastique, avec comme ça cette porosité de frontières entre la réalité et la fiction. Et c'est vrai, moi j'ai pensé à Borges, j'ai pensé un peu à Garcia Marquez. Voilà, ces deux auteurs, disons, que j'ai aimé lire et que j'aime beaucoup, où il y a comme ça, on traverse, on passe d'un à l'autre, et c'est presque normal, tout ça cohabite. Et la vie et la mort aussi, on l'a dans Garcia Marquez aussi, cohabitent de manière presque naturelle et normale. Donc voilà, ça c'était un petit ressenti cinématographique. Et du coup, pour en revenir à la réalisatrice, ses intentions, je pense que voilà, c'est ce qu'elle a envie de dire aussi dans ce film. Voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles en tant que femme, que brésilienne. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas brésilienne, mais je travaille sur le Brésil et c'est à ce titre en fait que je vais proposer certaines remarques sur ce film et notamment sur l'intention de la réalisatrice Béatrice Seigné. Qui est brésilienne. Qui est brésilienne. Voilà, je parlais voilà. de Ah oui, pardon. Voilà. D'accord. Qui est effectivement brésilienne et c'est un film qui est intéressant parce qu'il ne parle pas du Brésil. Parce que, en fait, si on observe un petit peu les productions artistiques, culturelles et cinématographiques au Brésil, on constate que c'est un pays qui, bon, pour des raisons, en raison de sa singularité, la singularité de son histoire coloniale, également du caractère continental du pays, et également de l'existence d'une identité nationale qui est très très forte, c'est un pays qui est relativement autoréférencé dans les arts et notamment dans le cinéma. Et l'une des ambitions de la réalisatrice était précisément de parler d'autre chose que le Brésil, mais en abordant le conflit armé en Colombie, on peut voir qu'en fait plusieurs des questions posées sont des questions qui abordent des problèmes qui touchent l'ensemble de l'Amérique latine, ou en tout cas une partie des pays d'Amérique latine, qui est notamment ce poids de la violence dans le quotidien. L'importance également de certaines cosmologies en fait, qu'on connaît assez peu, parce qu'effectivement, moi je pensais à la même chose en regardant le film, c'est-à-dire à toute une tradition littéraire qu'on va trouver dans l'Amérique latine hispanophone, avec Gabriel Garcia Marquez, mais qui va renvoyer également à un imaginaire que l'on peut retrouver dans les groupes indigènes. Et l'un des intérêts du film, pour moi, c'est également de situer le récit dans un lieu qui finalement est difficilement repérable. Alors on comprend que ça se passe sur une île qui appartient à la Colombie, mais en même temps c'est une île qui n'appartient à personne, c'est ce que l'on entend dans le film. Et c'est une île qui se situe dans une partie de l'Amérique du Sud qui en fait est très méconnue, qui est très méconnue des Brésiliens, qui est très méconnue d'une partie des Latino-Américains, qui est cette partie de l'Amazonie où certains modes de vie, notamment lorsque ils sont liés au fleuve, vont être relativement distincts, bien sûr, des milieux urbains. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans le film, il y a une grande importance qui est attribuée au fleuve. Il est en permanence présent, il est présent dans les déplacements, il est présent, il structure en fait l'activité économique de l'île. Et c'est une entrée que je trouve intéressante parce que si à nouveau on fait une lecture brésilienne du film, les modes de vie dans le Brésil amazonien ou dans le Brésil, la Colombie amazonienne, ou enfin dans toute cette partie, ces modes de vie-là sont très peu connus. Donc il y a une proposition de la réalisatrice qui finalement est assez originale, qui est de réinscrire, et d'ailleurs c'est ce qu'elle avait dit dans un entretien au Brésil, qui était finalement d'affirmer la dimension latino-américaine du Brésil, qui peut être souvent oubliée par le Brésil lui-même, en raison de la différence de langue, la différence d'histoire coloniale notamment. Oui, cette importance de l'eau. Comme tu me disais, on échangeait juste en début de film. Peut-être tu peux dire un mot sur ces plans. Le film démarre comme ça, d'ailleurs, sur le fleuve. Et on a l'impression de traverser un peu tout le film. Il y a des traversées sur les pilotis, il y a des traversées sur les barques. Et du coup, le son, parce que ça m'a... Alors là, sur grand écran, encore plus... C'est un film très sensoriel, hein, je veux dire, de manière très assumée. Les couleurs, il y a un travail sur la lumière fantastique, il y a des couleurs magnifiques.
Et le son, il n'y a pas de musique quasiment, hein, je crois. C'est vraiment que du bruit. Du bruit, que du bruit, c'est l'eau. Et bon, peut-être un mot sur ça, je ne sais pas, mais cette sensorialité. C'est un film qui est à fleur de peau, hein, et qui semble s'inscrire aussi dans une saison. On voit l'eau qui descend, puis après qui remonte, et au fur et à mesure de cette montée en puissance du paysage lié à l'eau, lié à la dispersion aussi, au flottement. On sent la montée en hésitation, on sent beaucoup de choses qui passent par l'inscription dans le paysage et dans ce que le paysage permet de dire. Et le paysage participe véritablement de cette intrigue, hein, et de cet espace-là qu'on ne sait pas très, très bien situer et qui est à la marge et qui traite de la problématique aussi des déplacés, tout en étant inscrit dans un temps du sursis, puisqu'on devine, enfin, on apprend que parmi les débats, ce qui fait débat, c'est le devenir de cette île et notamment le devenir économique avec les promoteurs qui sont là et qui voudraient s'emparer de cet espace-là. Donc un espace qui met en scène des déplacés au milieu de personnes qui sont aussi des déplacés. Et quand on regarde, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la Colombie, mais j'ai eu l'occasion en janvier d'assister à une soutenance de thèse. J'étais membre du jury sur la Colombie justement. Et dans cette thèse, donc, qui présente toujours un état de l'art des questions, on parlait assez peu finalement des déplacés, mais beaucoup plus de la question migratoire et des réseaux qui sont constitués depuis la Colombie jusqu'en France, jusqu'en Angleterre aussi. Et donc, je trouve qu'il y a un très intéressant dialogue entre cette réalité cinématographique montrée par une Brésilienne et ce que l'on dit dans la recherche, et à partir de la recherche, en faisant de la Colombie un poste d'observation des questions du mouvement, de la fluidité, des circulations, de la mobilité, finalement. Il y a un flux et reflux, finalement. Une respiration. Oui, et qui correspond effectivement au mode de vie des personnes sur le fleuve. Hein. C'est-à-dire, à mon sens, dans le film, il y a une réflexion sur les frontières. Qu'est-ce qu'une frontière ? On ne sait pas donc où se situe le film. On comprend qu'il est à la frontière de 3 pays, mais les personnes se déplacent. Elles se déplacent indépendamment de ces frontières. Et c'est le fleuve qui structure les déplacements. Et cette relativité des frontières, on va la retrouver ailleurs, hein, dans les parties, en Amazonie, au-delà en fait de cette zone-là qui est présentée dans le film. On va la retrouver par exemple à la frontière entre le Brésil et la Guyane, ou entre la Guyane et le Suriname, où en fait ce qui structure les identités, c'est moins les frontières politiques que le fleuve, qui est relativement important dans l'organisation des rapports sociaux. Et les frontières, elles sont questionnées à plein de niveaux dans ce film aussi, hein, entre aussi, comme je disais tout à l'heure, la vie et la mort, entre la frontière, elle est à des niveaux multiples. On va peut-être du coup ouvrir s'il y a des micros qui se promènent des deux côtés. Voilà, si vous avez une question à nos invités, une réflexion, partager une impression. Vous pouvez lever le bras et un micro arrive à vous. Bon, on continue. On continue ensemble pour l'instant. Ah, il y a une question là. Vous parlez de mouvement, de déplacement. Ça concerne qui? Là, c'est essentiellement des femmes. Est-ce que c'est des mouvements très nombreux? Est-ce que c'est dû uniquement à ce qui se passe pendant la violence de la guerre, etc. Ou bien c'est un mouvement permanent en quelque sorte? Marie-Hélène, peut-être. Alors là, dans le film, en mon sens, il y a une double proposition qui est à la fois de penser des questions propres à la Colombie, et notamment les déplacements liés au conflit entre paramilitaires et guérilleros. Et en même temps, à travers l'exemple
du problème qui est causé par cette entreprise pétrolière. Il y a une problématisation plus générale de questions que l'on va retrouver par exemple au Brésil. Je ne sais pas si vous avez suivi là, les différentes catastrophes qu'il y a eu autour des barrages et qui génèrent donc des barrages dans le centre du Brésil, qui a généré beaucoup de morts et qui génèrent des déplacements. J'ai l'impression que dans le film, il y a une double réflexion sur effectivement les déplacements propres au conflit armé colombien et ce que cela génère à titre individuel, comment cela réorganise les rapports familiaux, les rapports sociaux, etc. Et j'aimerais revenir peut-être plus tard sur le silence, mais on y reviendra. Et effectivement, une réflexion plus générale sur les liens entre les autorités publiques et certaines entreprises qui parfois ne respectent pas les normes et peuvent générer des désastres qui mènent à des déplacements. Donc moi, je lis cette double proposition dans le film. Oui, moi je suis très sensible aussi à ces différents niveaux de lecture, s'agissant du mouvement, du flottement, je dirais aussi, parce qu'on voit l'inscription dans le mouvement des personnages. La grand-mère, qui est présentée comme une grand-mère, mais qui est la tante en fait, elle dit qu'elle a voyagé, elle a passé sa vie dans plusieurs pays, même si elle est fixée depuis 20 ans. Dans cet espace qui est un lieu d'interrogation de la mémoire et du souvenir, finalement, dans cet espace un peu à part aussi parce qu'il n'y a pas les conflits qui sont ailleurs, qui sont laissés derrière. Elle dit, la maman dit très bien, je suis une femme sans histoire, l'histoire est derrière. Donc là aussi, il y a une frontière, comme tu le disais. Et c'est aussi, moi je l'ai vu comme étant aussi des propositions sur la sédentarité. Qu'est-ce que c'est que la sédentarité là ? Elle-même, cette mère a le projet de partir. Et c'est le moment où c'était intéressant de voir que cette présence du père, du mari, donne lieu là à un échange verbal et avec un désaccord sur pourquoi es-tu parti, et pourquoi veux-tu aller encore ailleurs. On n'a pas de prise quand on est dans l'ailleurs. Et pourtant, on n'a pas d'autre choix, finalement. On ne pouvait pas laisser... Enfin, elle n'avait pas d'autre choix. Donc, l'inscription, qu'est-ce que c'est ? L'ancrage, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que, finalement, aussi, ce qui rapporterait une manière d'être dans ce lieu, ça ne serait pas toujours le mouvement et l'arrêt qui ne peut être que provisoire, parce que, effectivement, pour les raisons politiques qui ont été mises en évidence. Et c'est pour ça que le dispositif avec le fantôme, il est très parlant parce qu'il permet de rentrer dans les plis un peu la singularité de ces existences en montrant peut-être ce qui les articule les unes aux autres, ce qui les relie les unes aux autres. Et j'ai trouvé, alors la première fois que je l'ai vu, le film, ça m'a un peu déroutée, à vrai dire, cette présence des fantômes. Peut-être parce qu'on n'est pas habitué et parce que c'est un dispositif littéraire et cinématographique très parlant, mais encore... pas si usité que cela. Enfin, moi, je vois pas si souvent que ça des films. C'est très original. Et en voyant sur grand écran, je me suis dit vraiment c'était une façon très, très originale pour faire parler là où les propos sont difficiles. Où une parole est difficile, trouve difficilement un espace de d'énonciation. Et on voit souvent ce fantôme dans des espaces domestiques, dans les espaces intimes, dans le lit, avec des plans horizontaux et surplombants, très beaux. Là, on voit recomposer la famille. La famille revient, ouais. Et on voit ce retour. Il y a plein de retours aussi, ces mouvements de retour. Et je me disais, c'est très intéressant, ça serait très intéressant de savoir pourquoi cette présence-là, absente, présence, se trouve dans ces espaces de l'intimité, si ce n'est peut-être, à titre d'hypothèse, pour faire parler ces familles où le vide configure la présence, finalement. Et alors, je ne peux pas bien sûr parler du tout à la place de la réalisatrice, mais j'ai ce sentiment, quand tu dis pourquoi dans ces moments, là aussi que ça a un rapport avec la sensorialité aussi. C'est toujours des moments d'intimité de couple, d'intimité des corps, de la cuisine aussi, de la nourriture. Du quotidien. Du quotidien et aussi d'une manière sensorielle. Voilà, comme si on retrouvait quelque part, on recherchait
ces choses essentielles. Une circulation des êtres. On voit que, j'ai cru comprendre que l'entrée dans le dispositif du fantôme se passait quand l'enfant voit les bottes du père et il les met, il les chausse et on se dit, tiens, là, il commence à incarner quelque chose qui n'est plus là, mais qui est là et qui est présent. Et on se dit, on voit beaucoup de choses se jouer à travers ce personnage de l'enfant qui fait parler les adultes, finalement, qui donnent à voir comment se reproduit la société. Et on voit très bien, là, à la fois à l'école, on a aussi affaire à une société très lettrée où le dispositif de la preuve est tout le temps présent. Il faut produire des justificatifs. Ça, c'est aussi quelque chose, arriver à construire des dossiers, arriver à montrer que on a un père, un mari qui n'est plus là, qui est disparu. Donc l'école d'un côté, et puis de l'autre, une économie parallèle. On devine qu'elle est parallèle. Alors, on ne sait pas beaucoup, il y a une forme de pudeur, mais il y a un voile un peu, on voit, et on ne dit pas beaucoup non plus, si ce n'est qu'il y a des formes de transmission parallèles à celles de l'école qui s'opèrent. Et là, on se dit qu'on est un peu à la croisée des chemins pour cet enfant. On est à la croisée des chemins, on devine un enfant brillant scolairement, mais qui en même temps peut rentrer dans les circuits parallèles, justement du fait de la proximité avec le Brésil, donc des régimes peut-être d'économie informelle, formelle, qui se mettent en place. Donc ça aussi, je trouve que c'est un nouveau regard qui est donné sur cette réalité, sur ce monde en apesanteur, dont on se dit que il nous apprend beaucoup de choses aussi finalement de nos sociétés et la façon dont se reconfigure le dispositif familial. Et tu parlais de ces scènes aussi, de produire des preuves, et tout à l'heure tu parlais toi de violence, et ça je trouve que c'est violent dans le film, parce que la violence elle est présente à travers des choses finalement très... le film est très doux en fait, dans tout son dispositif, dans le son, dans la lumière, et en même temps cette scène où elle doit fournir les photos, où elle doit prouver la recherche des corps, là, fait partie peut-être de ce que tu disais sur cette violence aussi. Oui, à mon sens, il y a une ambivalence permanente dans le film entre une violence qui est extrêmement présente et qui est multiforme, et le silence. C'est-à-dire qu'il y a une violence, d'une part, du récit qu'on nous présente, qui est celle d'une mère avec son enfant qui a perdu une partie de sa famille. Il y a une violence également liée à ce territoire relégué, où les pouvoirs publics sont présents, mais ne fournissent pas nécessairement certains services publics. Donc on le voit à travers l'école, où il est possible d'inscrire l'enfant à la cantine, mais uniquement pour 600 enfants sur 2000. Il n'y a pas d'emploi, donc il y a une violence de la situation qui renvoie au caractère abandonné de ces espaces périphériques dans certains pays latino-américains. Et il y a enfin une violence également effectivement du récit, de ce que l'on apprend, de la manière dont cette femme essaie de survivre. Et tout cela est dit à travers des silences. Et je trouve que c'est un dispositif extrêmement intéressant parce que, en regardant le film, je pensais aux travaux de Daniel Pecot, qui travaille sur la Colombie, et qui nous dit qu'en Colombie, les affrontements entre paramilitaires et guérilleros a eu un effet qui est d'instaurer un silence dans les lieux qui étaient investis qui sont investis par ces paramilitaires et ces guérilleros, parce que cette confrontation crée de la défiance entre les individus, donc crée une forme de délitement des rapports sociaux. Et ce que je trouve très intéressant, délitement dans le sens où finalement les individus ne peuvent pas se faire confiance parce qu'il y a le risque d'être dénoncés en permanence aux paramilitaires, aux guérilleros. Et je trouve qu'il y a une très bonne problématisation de cette ambivalence entre violence et silence dans le film. Et d'ailleurs le fait que le titre soit Los Silencios, c'est extrêmement significatif. Et la réalisatrice réussit effectivement à nous transmettre cette violence sans... quelque part traumatiser le public. Est-ce qu'il y a une envie
Non, on continue donc. Alors une chose sur cet espace comme ça, alors là c'est aussi une interprétation un peu personnelle, mais parce que justement il y a tellement d'entrées dans ce film et de pistes et de thèmes abordés, mais cet endroit, comme tu disais, non défini, un peu comme ça, c'est aussi, on a l'impression presque un sas pour le deuil, un lieu comme ça, où là tout d'un coup il y a quelque chose qui est possible à un moment, presque aussi dans une résilience, parce que la dernière scène, il y a presque une réparation enfin, je l'ai, moi en tout cas, ressenti comme ça. C'est intéressant. Tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée dans le film par la barque, le dispositif de la barque. On flotte et on sort du film avec ces barques qui convergent vers un point central. Et on voit une communauté. Enfin, je l'ai vu comme ça. Moi, j'ai vu une communauté qui partageait le fait d'avoir des personnes mortes, des personnes disparues, donc des photos, et la mort d'une personne, la mort avérée d'une personne et la petite fille. Donc là aussi l'ambivalence de cette petite fille silencieuse, mais qui était aussi une apparition. Enfin, on joue là aussi toujours sur ces registres présence-absence. Et ce mouvement d'intégration, finalement, qui avait commencé en amont par le fait de trouver un travail, mais en même temps, le travail qui est aussi, dont le statut est à interroger, parce que c'est un travail difficile, qui montre bien le déplacement de la mère dans le fait de devoir aussi assumer les deux rôles, hein, père et mère, homme et femme. Et moi, j'ai vu là une métaphore un peu de la communauté, en tout cas quelque chose qui faisait politique aussi à ce niveau-là. C'est mon interprétation dans ce partage. Tout le monde expose, tout le monde a une personne qui est disparue ou qui est morte, on ne sait pas toujours exactement. Un absent, en tout cas, au sein des familles, des proches. Et on partage. Les vivants se retrouvent dans cette forme de communauté que provoque finalement la mort ou l'indécision du statut. Et je pense que ce lieu à part aussi, ce lieu un peu flottant, là on est aussi dans un entre-deux quelque part, interroge plus largement sur ces sociétés, mais aussi sur ce qu'est l'État, dans le dispositif que forme l'État. Et je pense qu'il y a des choses aussi importantes à dire par rapport à l'État, le Brésil et ce qui est en train de se passer en Colombie. Alors, effectivement, pour peut-être rebondir sur des questions de contexte, et je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familiarisé avec l'actualité politique colombienne, mais il y a un aspect assez précis dans ces accords de paix qui ont lieu, qui sont intégrés en fait au film, hein, puisque donc des accords de paix avec les FARC. Donc un accord de démobilisation des FARC est conclu en 2016. Et on voit dans le film à deux reprises des extraits d'actualité qui évoquent la place des femmes et la nécessité d'intégrer les femmes dans ces accords de paix. Alors c'est un élément qui est extrêmement intéressant, qui est lié bien sûr au choix de la réalisatrice de porter un regard féminin et féministe sur la question des déplacés, sur la question de ces accords de paix. Mais qui interroge plus généralement une évolution là, qui est observable dans certains pays d'Amérique latine, en particulier au Brésil, et c'est aussi le cas en Colombie, qui est un rejet extrêmement important, fort, de toute forme de pensée qui intégrerait l'idée d'égalité de genre. Et c'est un choix qui est extrêmement fort de la part de la réalisatrice d'intégrer, de parler en fait des accords de paix de cette manière, c'est-à-dire en parlant des femmes. ça peut sembler anodin, mais ça l'est pas du tout, parce qu'actuellement il y a des mobilisations très très fortes contre l'utilisation même du mot genre, l'utilisation même de l'idée d'équité de genre, avec la perception selon laquelle c'est une idéologie qu'il faut combattre, qui remet en cause la famille, les rôles traditionnels.
Donc en fait, il y a une portée politique qui est assez forte dans la lecture qui est faite en filigrane. En fait, finalement, c'est toujours en fond hein, dans les films, mais qui, à vrai dire, est un choix, je dirais presque osé, de la réalisatrice dans la période actuelle. Et en tant que réalisatrice brésilienne, dans la période actuelle, avec un président élu qui a pris ses fonctions en 2018, donc Jair Bolsonaro, qui s'oppose très très clairement à toute forme, à ce qui est perçu comme l'idéologie du genre et à toute forme de prise en compte des inégalités entre hommes et femmes. Je peux rebondir, Sylvia? Oui, j'allais tu dire dis, sur le genre, bien sûr. Oui, mais pas tout à fait, même si je partage totalement. Non, c'est un rebond de ce que tu disais. Effectivement, un regard féminin et féministe qui est porté sur une femme, et c'est très intéressant de voir que la question de la paix, elle est évoquée par les femmes à travers parce que cet espace-là, il est à la fois lointain, mais en même temps, il est relié. Il y a le téléphone portable, il y a la télévision, il y a les lettres qui passent. Et on se rend compte qu'il y a une interrogation aussi quelque part sur la victime, qui est peut-être pas une interrogation visible, portée au centre, mais qui est d'autant plus silencieuse qu'elle marche, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que finalement, si on rend compte de ce film et si on essaie de le replacer dans l'actualité de là-bas, on se rend compte que la question de la victime, elle apparaît à travers, effectivement, la question de la paix apparaît à travers les femmes, et on sent un espoir de ce côté-là. On se dit qu'il y a peut-être un changement, d'autant que la discussion avec les fantômes montrait que, enfin avec le mort, montrait que il y avait une reproduction et une forme de vengeance qui était aussi mise en place. Elle apparaît à travers la question des femmes, et elle apparaît à travers la question des morts, auquel la petite fille est conviée, et qui va pour la première fois libérer sa parole, révélant ainsi son statut de morte et vivante à la fois. Elle dit à ma mère que donc c'est une morte qui parle, et elle est tout le temps intégrée au film. Et donc les morts et les femmes peuvent apparaître peut-être, c'est peut-être le message, en tout cas s'il y avait la réalisatrice, j'aurais envie de poser ces questions, comme étant les deux victimes finalement, dont on ne parle pas, mais qui sont les morts de fait, et en même temps se pose la question très concrète à travers ce dispositif de la prise de parole des restes, des dépouilles qui sont parfois là aussi, qu'il faut rapatrier, parce que se pose à travers cette question l'ancrage aussi. Et les femmes qui doivent supporter l'absence des hommes, des pères, des maris. Et donc on a aussi une façon peut-être... que je vous livre, une hypothèse sur la question de la victime et la façon dont elle apparaît dans ce film, dont elle est traitée par la réalisatrice. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit à propos de l'eau, des barques et des morts. Et il ne faut pas oublier, par exemple, que chez les Grecs, il y avait Charon qui conduisait les morts à travers le Styx. Est-ce que ce n'est pas un rappel vers ça aussi? Et d'autres religions, dans beaucoup d'autres religions, le passage vers la mort se fait sur des barques. En Inde, notamment. En Inde. Pardon, la dernière image, j'ai pensé un peu à des cérémonies indiennes, justement. J'ai eu cette image... Mais si je peux simplement... Oui. Effectivement, ça renvoie à une cosmologie indigène où les morts ne font pas partie d'un monde différent du monde des vivants. Donc il y a aussi ces références-là aux cosmologies indigènes. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a aussi un discours qui est posé, un discours politique. Et qui est-ce qui assume ce discours politique? C'est la femme, c'est la mère, qui est, malgré la douleur, malgré la catastrophe qui arrive dans cette famille, reproche vertement à son mari d'avoir pris les armes, d'être parti dans la guérilla. Et cette phrase qui est assez dure, et qui est en relation avec ce que vous disiez sur la femme par rapport à cette guerre qui a duré une trentaine d'années, tu nous mets dans le pétrin, et c'est moi qui sors la femme. Tu nous mets toujours dans le pétrin, ouais. Toujours. Donc là, il y a une espèce de désenchantement, de regard posé sur
ces 30 ans de guerre qui ont été totalement inutiles, et finalement c'est une affaire d'hommes finalement. Est-ce que c'est pas un peu ça? Ce qui est écrit à la fin du film, c'est quand même qu'il est dédié à tous ceux qui se sont battus et à ceux qui se battront dans le futur. Donc on peut se poser des questions quand même. Et qui résistent. Hein. Le combat amène les résistances et c'est un film sur les résistances aussi, quelque part. Aussi ténue soit-elle, aussi bricolée soit-elle aussi, mais c'est un film sur la résistance et sur le maintien finalement d'une tentative de normalité possible, malgré tout. Oui, et ces scènes que vous avez citées illustrent aussi la complexité de ne pas prendre parti lorsqu'on réside dans une zone de conflit. C'est-à-dire que lorsque cette femme explique à son fils qu'elle tient ses savoirs en termes de couture de sa grand-mère qui cousait pour les paramilitaires et elle faisait des vêtements pour les guérilleros. Quelque part, derrière cette petite phrase, il y a aussi une question qui peut être posée en sciences sociales, à savoir lorsqu'on réside dans une zone où il faut être protégé, il faut un protecteur pour pouvoir s'en sortir, peut-on rester neutre? Et ça, c'est une question qui est quand même assez importante. Et derrière les discours imaginaires avec son mari, il y a aussi cette question-là, à savoir, tu nous as mis dans le pétrin, mais était-il possible pour lui de rester neutre, et pour elle, l'a-t-elle été également? Et ça pose une question plus générale de l'engagement des civils dans des conflits qui, à vrai dire, n'impliquent pas que les paramilitaires et les guérilleros, impliquent nécessairement, même malgré eux, les civils qui se doivent de prendre parti à certains moments. Même si c'est une prise de parti qui peut être... qui n'est pas volontaire, mais qui est inéluctable dans une zone où, effectivement, il faut être protégé par un camp. Donc je trouve que ces petites phrases sont intéressantes sur ces aspects-là. Et ce qui est dit aussi,